Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Alistair et aujourd'hui on va parler de non-binarité ou de non-non-binarité. Pour celles qui ne me connaîtraient pas ou pas depuis assez longtemps pour avoir une petite idée d'où je viens, mini récap avant de commencer. Je m'appelle Alistair, je suis une personne trans et j'ai créé cette chaîne YouTube en 2016 notamment pour parler de transidentité et d'autres enjeux LGBTI. Et à l'époque je l'ai fait en me présentant en tant que personne non binaire parce que c'est comme ça que je m'identifiais. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait donc 7 ans et je me présente maintenant comme un homme trans. Depuis que j'ai recommencé à faire un peu des vidéos sur ma transition notamment, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé en commentaire ou sur les réseaux sociaux si je m'identifiais encore comme non-binaire ou pas et pourquoi, quel avait été mon chemin avec tout ça. Et il se trouve que moi, c'est effectivement des questions sur lesquelles j'ai pas mal de trucs à dire, ça faisait un moment que je voulais en parler et j'attendais d'avoir un peu plus mes idées au clair, et du coup, le jour est arrivé. Dans cette vidéo, du coup, je vais retracer un peu mon parcours de transition et l'évolution de mon identité et de la perception de mon identité, mais aussi plus globalement l'évolution de ma vision de la transidentité, quelles sont les choses que j'ai crues et avec lesquelles je suis toujours d'accord, quelles sont les choses que j'ai crues et au contraire maintenant je me dis que peut-être je manquais de recul ou je me suis trompé ou en tout cas mon opinion sur ces sujets a évolué, et parler de comment ces différentes visions de la transidentité m'ont aidé dans ma transition ou au contraire m'ont ralenti, et aussi parfois les deux. L'objectif pour moi, c'est pas fondamentalement de raconter ma vie, mais comme souvent quand je parle de mon vécu en vidéo, c'est juste que je considère que je suis pas particulièrement spécial. Et à partir de là, si moi je suis passé par ces étapes-là, il n'y a pas de raison que je sois unique au point d'être le seul. Donc je me dis que ça peut peut-être être utile à des personnes qui sont dans un parcours similaire au mien, d'avoir un témoignage et les réflexions de quelqu'un qui est peut-être un peu plus loin dans ce parcours-là. Je ne généralise pas mon vécu, je pense pas que toutes les personnes non binaires s'identifient à ce terme pour les mêmes raisons que moi, ni que leur identité va évoluer comme la mienne, mais je suis aussi sûr que c'est le cas pour un certain nombre d'entre elles. Et c'est surtout pour ça que ça m'intéresse de faire cette vidéo aujourd'hui. Le but n'est absolument pas de nier l'identité de qui que ce soit, mais juste de partager mon parcours et mes réflexions parce que moi c'est des choses que j'aurais aimé entendre plus tôt dans mon parcours de transition. Dernier truc avant de commencer, je vais pas mal utiliser le terme s'identifier comme dans cette vidéo et normalement j'aime pas faire ça parce que une personne qui s'identifie comme trans, elle est trans, une personne qui s'identifie comme un homme, elle est un homme, et utiliser s'identifier comme plutôt que être, ça vient souvent avec le sous-entendu que certes cette personne elle s'identifie comme ça, mais c'est pas vraiment ce qu'elle est. C'est juste qu'en l'occurrence ça me paraît pertinent ici puisque c'est justement une vidéo sur comment on définit nos identités et comment cette définition et cette perception évoluent au cours de la vie ou pas. Maintenant que tout ça est clair, c'est parti. Chapitre 1, découverte de ma transidentité. Mon parcours en tant que personne trans a commencé en 2016, je venais d'avoir 18 ans, je savais que la transidentité existait, je savais que la non-binarité existait, je m'identifiais comme bi depuis des années, j'étais un peu dans des milieux LGBT, je connaissais des personnes trans en vrai puisqu'il y en avait dans ma fac cette année-là, je venais de quitter la maison de mes parents, bref, j'étais dans un milieu qui était assez vocal sur les questions LGBTI et j'avais la place dans ma vie de me poser ces questions-là. Un jour, je remplissais un petit graphique sur les identités LGBTI à 3 heures du matin, comme tout à chacun, et il fallait cocher homme, femme ou non-binaire, et c'est un peu la première fois que je me suis juste posé 3 secondes pour réfléchir à la question pour de vrai, et très vite je me suis rendu compte que j'avais pas envie de cocher femme, donc je l'ai pas fait et j'ai coché non-binaire. Et à partir de ce moment-là, mon identité et la perception de mon identité précise a beaucoup évolué, c'est le sujet de cette vidéo, mais par contre le fait que j'étais pas une femme, c'est quelque chose dont j'ai plus jamais douté. Je viens pas d'une famille particulièrement homophobe ou transphobe, et même si j'ai clairement des vécus traumatiques liés à l'homophobie, que ce soit en tant que victime ou en tant que témoin, pour moi ça s'était jamais manifesté d'une manière que j'aurais pu identifier comme de l'homophobie ou de la transphobie intériorisée à l'époque. J'avais pas honte d'être bi, je me suis jamais dit que j'aurais préféré être hétéro, que ce soit pour la bisexualité ou la transidentité, je me suis jamais dit des choses comme je veux pas être bi ou je veux pas être trans. J'ai même clairement des souvenirs de moi ayant un crush sur une fille à l'école à 7 ans, en train de me dire que c'était nul parce qu'on n'allait pas pouvoir se marier et avoir des enfants à cause des autres, mais jamais en train de me dire que c'était pas normal ou pas bien de ressentir ça. Tout ça pour dire, à l'époque et pendant longtemps après ça, je pensais que la transphobie intériorisée et l'homophobie intériorisée, ça me concernait pas trop. C'était des choses que j'associais vraiment au dégoût de soi ou à la haine de soi et que moi j'avais pas l'impression de ressentir. Je savais pas précisément quel était mon genre ou ce que je voulais faire avec ça, mais je pensais que c'était juste le temps de me poser la question et qu'il n'y aurait pas d'obstacle majeur à trouver la réponse. Comme vous l'imaginez peut-être, sinon il n'y aurait pas grand chose dans cette vidéo, il s'avère que j'avais tort. Chapitre 2, la non-binarité, une identité par défaut. Qu'on se le dise honnêtement, ma mémoire n'est pas terrible, donc il y a peut-être des trucs que j'ai juste oubliés.
Mais en tout cas, je me souviens pas m'être jamais posé à l'époque la question de est-ce que je suis un homme ou pas. J'ai réalisé que j'étais pas une femme et plus ou moins dans la même seconde, je me suis tout de suite identifié comme non-binaire. Il n'y a pas eu un moment où, après avoir réalisé que j'étais pas une femme, je me suis posé la question de savoir si j'étais non-binaire ou un homme et où j'y ai réfléchi et où j'ai conclu que j'étais non-binaire. Ça a été ma réponse immédiate et si je me suis longtemps questionné sur comment exactement j'étais non-binaire avec tous les termes qui existent, agenre, neutre, demi-girl, etc., je me suis jamais vraiment posé la question de si j'étais non-binaire ou pas, pour commencer. Je crois que pour moi, un des paramètres, c'est que je me disais relativement inconsciemment que si j'étais trans à ce point, sûrement ça aurait dû être plus difficile, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, je devrais être plus dysphorique, etc. Et que donc si ça avait été suffisamment discret et peu douloureux, c'est que je devais pas être si éloigné que ça de mon genre assigné. Qu'on se le dise, considérer que les personnes non binaires sont fondamentalement moins éloignées de leur genre assigné que les hommes trans et les femmes trans, c'est de toute façon pas vrai. Mais je crois que c'est une vision courante de la non-binarité et qui m'a pas mal influencé dans la manière dont je me percevais à l'époque. Il y a un événement récent qui, je trouve, reflète pas mal tout ça aussi. Je vais pas nommer la personne pour pas faire trop de bruit autour d'elle parce que j'ai l'impression que c'est pas ce qu'elle veut, mais il y a une personnalité qui a fait son coming out trans, sans dire précisément comment elle était trans entre guillemets, et qui a dit qu'elle était OK avec tous les pronoms. Et ce que moi j'ai constaté dans les milieux LGBTI, c'est que beaucoup de gens ont commencé à genrer ces personnes au neutre. Et une des seules fois où j'ai vu quelqu'un la genrer au féminin, une autre personne lui répondait on ne sait pas si c'est une femme trans, donc il vaut mieux utiliser elle que elle. Alors même, encore une fois, que la personne en question a dit qu'elle était OK avec tous les pronoms. Et je trouve que c'est assez symptomatique, non pas de la non-binarité en soi, mais d'une certaine vision de la non-binarité qui serait plus neutre que d'être un homme trans ou une femme trans. Où on va considérer que si tu dis pas clairement que tu es une femme trans ou un homme trans, alors par défaut, tu es sûrement non-binaire. Que si tu es pas sûr, il vaut mieux te considérer comme non-binaire jusqu'à ce que tu fasses un choix ou une annonce sur le sujet. Et je pense que cette idée-là m'a beaucoup influencé dans ma perception de moi-même à l'époque, parce que du coup, si je quittais mon genre assigné, mais que je faisais pas la démarche active et volontaire d'aller sur l'autre genre entre guillemets, ben par défaut, je devais être dans le milieu et donc non-binaire. Alors que non, par défaut, je sais pas si je suis non-binaire ou un homme, et c'est pas la même chose. Et c'est même, je trouve, dommageable aux personnes non-binaires aussi de voir les choses comme ça, parce que ça enlève à la non-binarité le fait d'être une identité en soi, pour en faire quelque chose qui est juste l'endroit où tu te trouves s'il s'avère que tu t'identifies pas à ton genre assigné, ni explicitement à l'autre genre binaire. La non-binarité est alors traitée comme un espace entre les deux genres et du coup si tu sors de l'un sans aller dans l'autre, et ben tu te retrouves là. Et effectivement dans cette vision des choses, tu es plus proche de ton genre assigné si tu es quelque part au milieu dans la non-binarité que si tu es à l'autre bout du spectre. Et c'est une des 1000 raisons qui font que pour moi représenter le genre comme un spectre qui va de féminin à masculin, c'est une mauvaise idée. Mais on va s'arrêter ici pour le moment parce que cette vidéo ne devrait pas faire 1h30. Chapitre 3, la peur de la transition. La deuxième chose qui, je pense, a joué dans l'évolution de mon identité, c'est mon rapport à la transition. Encore une fois, je sais que plein de personnes non-binaires transitionnent, dont médicalement, et il ne s'agit pas de dire le contraire. Mais encore une fois, à l'époque, j'étais assez influencé, même sans en être forcément conscient, par l'idée qu'être non-binaire m'éloignait moins de mon genre assigné que si j'avais été un homme trans, et du coup me donnait moins de raisons de transitionner, socialement comme médicalement, puisque j'aurais moins besoin ou envie de m'éloigner de mon genre assigné. Ça me paraissait être une identité qui était moins éloignée de la vie que j'avais déjà à ce moment-là et qui du coup nécessitait moins de changements. Si j'avais été un homme trans, ça aurait par exemple impliqué de choisir un prénom d'homme. Alors que moi j'ai gardé mon prénom de naissance pendant 1 an et demi après avoir réalisé que j'étais pas une femme, j'ai fait mon coming out à l'école, dans ma famille, etc. toujours sous mon prénom féminin. Et évidemment, dans l'absolu, un homme trans peut absolument garder son prénom de naissance. Chacun fait comme il veut. Mais dans les faits, c'était beaucoup plus facile pour moi de justifier le fait de ne pas faire certains actes de transition en me disant que c'était pas plus ou moins non-binaire d'être plus proche du féminin ou du masculin dans différents domaines. Et cette idée-là, quand j'ai commencé à m'identifier très explicitement comme transmasculin, voire comme un homme trans, elle est quand même restée assez présente. Pendant longtemps, je me suis dit que si tout se valait, changer de prénom ou pas changer de prénom, faire une mamec ou pas faire une mamec, etc., alors autant garder les choses telles qu'elles étaient, alors autant pas faire un effort actif pour changer la situation. Et du coup maintenant avec le recul, je suis un peu plus critique des propos comme il n'y a pas besoin de faire de transition médicale pour être trans ou on peut tout à fait être non-binaire sans être androgyne, on peut tout à fait être un homme trans sans être masculin, on peut tout à fait être une femme trans sans être féminine, etc. C'est des propos avec lesquels fondamentalement je suis d'accord. Que ce soit bien clair, c'est pas la question. C'est vrai, on n'est pas obligé de transitionner médicalement pour être trans, c'est tout à fait ok. Et s'il y a des mecs trans qui veulent garder leur sein et vivre en robe et mettre du maquillage, je suis ravi qu'ils le fassent et j'espère que ça leur plaît. Le problème que j'ai avec ça, c'est que dans un certain nombre de milieux, c'est le discours majoritaire beaucoup plus que c'est ok de transitionner médicalement,
c'est ok d'être masculin quand on est un homme trans, c'est ok d'être féminine quand on est une femme trans, parce qu'on va considérer que ces affirmations-là sont acquises et évidentes, et c'est pas le cas. J'en avais déjà un peu parlé sur ma première vidéo sur ma décision de faire une transition médicale, je vous la mets dans le i. Mais il y a une croyance un peu généralisée que faire une transition médicale et se conformer aux normes de genre de leur genre de transition, c'est quelque chose qu'on attend des personnes trans socialement. Que c'est ça les injonctions que vont recevoir les personnes trans quand elles commencent à faire leur coming out, et que pour contrebalancer ces injonctions-là, il faut faire valoir que l'option opposée est légitime aussi. Et si c'était le cas, j'aurais pas fondamentalement de problème avec ça. Si le parcours des mecs trans, c'était que globalement la société leur dit que la transition médicale c'est cool et qu'il faut qu'ils fassent ça et que être masque c'est bien et qu'il faut qu'ils fassent ça, faire attention à être présent pour dire en fait c'est pas obligé, t'es pas obligé de faire une transition médicale, tu peux être femme si t'as envie, etc. Ce serait pas une mauvaise idée. Mais c'est pas ça le parcours des mecs trans dans la société en général. Je prends l'exemple des mecs trans parce que c'est mon vécu et que j'ai donc plus de trucs à en dire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi applicables aux meufs trans avec des variations. Notre parcours, c'est aussi les mammectomies qui sont présentées comme des mutilations, les moqueries et les critiques super violentes des opérations génitales, le fait que souvent avec la misogynie, on a passé une bonne partie de notre vie à se faire entendre dire que notre beauté et notre statut d'objet sexuel disponible, c'était la seule chose qui nous donnait de la valeur, et que du coup, si on prend des hormones, on va devenir moche et indésirable, alors qu'encore une fois, jusqu'ici, on nous a poussé à croire que c'était notre seule valeur à la base, que la transition va nous rendre agressifs, que la transition on l'a fait par misogynie internalisée, etc., etc. Dire les deux options sont légitimes dans un contexte où une option consiste à ne rien changer et l'autre option va nous coûter des milliers d'euros, va nous forcer à nous outer à plein de personnel médical et à annoncer notre décision à nos proches, notre famille, etc. C'est pas neutre. Il ne s'agit pas du tout de dire que la vie est facile et sans discrimination pour les personnes trans qui ne transitionnent pas médicalement. Je l'ai fait pendant plusieurs années, je suis très au courant qu'il y a aussi de la violence de ce côté-là. Mais transitionner médicalement reste une décision qu'il faut prendre activement et qui a des conséquences et des coûts à plein d'échelles. C'est pas nécessairement une décision facile et c'est pas nécessairement une décision qu'on est poussé à prendre non plus. La société n'est pas tendre avec les personnes trans et elle n'est certainement pas tendre avec la transition médicale. Et dans ce contexte-là, entendre de manière répétée par exemple « tu sais, t'es pas obligé de faire une mammectomie si t'as pas envie », même si, encore une fois, c'est vrai, dans un contexte où ça va être socialement présenté avec dégoût et violence, ça va potentiellement nous mener à dire bon bah si c'est pas obligé, peut-être que je vais pas le faire, indépendamment de si ce serait bien pour nous ou pas. Je suis honnêtement pas sûr de quelle est la bonne solution. Je pense pas qu'il faut absolument arrêter de dire que la transition médicale c'est pas obligatoire, parce que ça reste vrai et ça reste important. Et je pense pas non plus que c'est une bonne idée de faire du forcing pour pousser toutes les personnes trans à transitionner médicalement. Mais je sais aussi que c'est difficile pour beaucoup de personnes trans, même en sachant qu'on est trans et même en le sachant depuis longtemps, de réaliser et de verbaliser qu'on a envie de transitionner médicalement, voire tout court, et que ce serait bon pour nous. Et s'il y a trop de place pour « en fait c'est pas obligé » et pas assez de choses qui nous poussent à nous poser ces questions qui peuvent être difficiles et qu'on peut avoir tendance à esquiver, la balance risque de pencher vers nous pousser à garder notre état par défaut et ne pas transitionner. Si c'est tout aussi légitime de transitionner ou de ne pas transitionner mais que tout le monde dit des trucs violents et horribles sur la transition, ça nous pousse quand même à nous dire « ben du coup je vais pas le faire ». Pour revenir à l'exemple que je donnais au-dessus sur la personne qui était out ni en tant que personne non binaire ni en tant que femme trans, pour moi c'est vraiment précieux dans des situations de ce type d'avoir des personnes qui font réellement l'effort de considérer que c'est une possibilité qu'on soit un homme trans ou une femme trans. Et de la même manière de réellement considérer que quelle que soit notre identité, non binaire, homme, femme, peu importe, il est vraiment possible qu'à un moment on prenne des nouvelles décisions de transition différentes de ce qu'on faisait avant. Parce que si c'est instinctivement bien et respectueux de laisser le temps à la personne et de considérer que si elle a des choses sur sa transition à dire, c'est à elle de le dire et qu'elle le fera quand elle est prête, dans les faits, c'est souvent difficile et effrayant de se poser ces questions et de pouvoir en parler, même quand on est déjà out. Et avoir des personnes bienveillantes dans notre entourage qui laissent explicitement la place à ces questions-là et à ces discussions-là d'exister, voire qui nous encouragent à nous poser ces questions-là et à avoir ces discussions, dans le respect de notre consentement si on dit non ou qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'a pas envie, bien évidemment, pour moi, c'est très important. Chapitre 4, le rapport à la masculinité. Tout ça nous amène donc à mon point suivant qui est qu'est-ce qui se passe quand on se pose effectivement la question? Dans ce cas-là, une autre chose qui était pour moi aussi un grand obstacle à mes questionnements et d'identité et de transition, c'était mon rapport à la masculinité. Et ce, sur plein de points différents. Beaucoup de problèmes de ce côté-là. Je sais pas à quel point ça se voit en vidéo, mais sachez que je fais 1m50. Et en plus de ça, il y a un certain nombre de mes traits physiques qui vont être perçus, ou en tout cas ont été perçus dans le passé, comme enfantins. Donc quand j'ai commencé ma transition sociale et physique mais pas médicale, en me coupant les cheveux, en portant des vêtements de garçon et pas d'homme, puisque je fais donc du 12-14 ans, je suis beaucoup passé pour un garçon.
La première fois que j'ai voulu faire un test PCR pour le Covid, j'avais 21 ans et on m'a dit que j'avais pas le droit de le faire sans mes parents. Une fois j'étais en festival et on a demandé à mon copain qui a 50 plus que moi si c'était mon père. Et tout ce genre de situation qui m'arrivait tout le temps. Je passais pas trop mal dans le sens où j'étais jamais appelé madame, mais la masculinité qu'on percevait de moi, c'était pas une masculinité d'adulte, et même dans la manière dont j'étais perçu comme un ado, voire comme un enfant, j'étais pas perçu comme un ado très masculin. Tout ça, et sûrement plein d'autres trucs, a fait que pour moi, l'idée de pouvoir être réellement masculin me paraissait inaccessible. Et je me souviens, la première fois que j'ai entendu le terme soft boy, donc littéralement garçon doux, qui justement fait référence à cette idée d'une masculinité qui est masculine dans le sens où c'est une identité d'homme ou de garçon, mais qui est pas masculine dans le sens de viril, eh ben j'étais super content. J'étais super content parce que je me suis dit: «Ah, il existe une identité, une esthétique, une expression de genre qui est masculine, qui est une expression d'homme ou de garçon, mais qui m'est accessible, mais que je peux performer». Ça me validait dans le fait que je pouvais être un homme et ressembler à ce à quoi je ressemblais à l'époque, ce qui est vrai, et c'était super cool. Le problème, c'est que je me suis un peu réfugié là-dedans, j'ai l'impression. Ça me paraissait plus réaliste et du coup, je m'en suis contenté. Encore une fois, on se retrouve sur un truc assez similaire à ce que je disais juste avant sur la transition médicale, où il y a des identités et des affirmations qui apportent du confort et qui sont vraies et c'est bien, mais qui des fois, pour certaines personnes, vont avoir un revers un peu sournois. Parce qu'on se retrouve dans un entre-deux où on est en même temps assez confortable pour pas être obligé de se poser des questions et où on peut s'en contenter, sans être vraiment non plus à l'endroit qui nous apporterait vraiment de la joie. Et pendant longtemps, mon expression de genre, c'était ça. J'étais pas particulièrement dysphorique, ça allait, si j'avais dû faire avec toute ma vie, je m'en serais peut-être sorti, mais ça m'apportait pas vraiment d'euphorie non plus. Le problème, c'est que c'était difficile pour moi de faire réellement l'introspection, de me demander si c'était ça que je voulais, si ça me rendait heureux, si c'était une expression de ma masculinité qui m'allait, parce que j'avais l'impression, inconsciemment souvent, que si je me posais cette question et que la réponse était en fait j'ai envie d'être plus masculin que ça ou masculin d'une autre manière, de toute façon cette masculinité-là, elle ne m'était pas accessible et que la seule chose que ça allait créer, c'était la souffrance d'être maintenant au courant que je voulais quelque chose d'autre que je ne pouvais pas avoir. Et donc évidemment, j'en arrivais à la conclusion, encore une fois souvent inconsciemment, qu'il valait mieux que je me pose pas trop la question et que je me contente de ce que je pouvais avoir. Malgré tout ça, je voyais bien quand même que quand j'avais un rhume qui me donnait à la voix grave, j'étais trop content. Que des fois je me disais: «Ah, j'aimerais bien avoir les cheveux longs, mais ça va ruiner mon passing, donc je vais pas le faire», voire parfois: «Mais si un jour peut-être je prends de la thé, alors je pourrais me laisser pousser les cheveux et ce sera trop cool». Que j'avais toute une pile de t-shirts que je pouvais plus mettre parce que la dysphorie et qui m'allait plus suffisamment et que je gardais quand même en me disant: «Si un jour on sait jamais je fais une mamec, je pourrais les réessayer». Donc je savais bien au fond que ça m'intéressait d'être plus masque que ce que j'étais à ce moment-là ou en tout cas d'explorer plus ma masculinité. Mais à chaque fois que je me disais des choses comme ça, je finissais très vite par les remettre de côté parce que j'avais l'impression que l'endroit dans lequel j'étais était une espèce de fatalité, que de toute façon les solutions elles ne m'étaient pas accessibles à moi et que donc ça valait pas le coup d'y penser. Quand j'ai eu mon fauteuil roulant il y a 2 ans, j'ai commencé à pouvoir sortir beaucoup plus en public, j'ai pris du muscle, je pouvais faire du sport, mon passing a évolué, etc. Et à côté de ça, j'ai aussi eu accès à de plus en plus de représentations et de contacts avec des hommes trans et notamment des hommes trans handicapés. Et donc c'est venu très fort toquer à la porte de toutes ces questions que j'avais remis au placard et ça m'a fait réaliser que oui, j'étais un homme, j'avais envie d'être plus masculin et que la masculinité, la mienne et celle des autres, c'était quelque chose qui m'apportait de la joie. Mais aussi que c'était quelque chose qui m'était accessible, que c'était possible pour moi d'explorer ma masculinité et d'en faire quelque chose de différent. Et que l'idée que ces autres masculinités-là, que je connaissais, que je reconnaissais et qui me faisaient envie, mais dont j'étais persuadé que moi personnellement elles ne m'étaient pas accessibles, c'était juste de la transphobie et du validisme intériorisé en fait. Un autre pan du rapport à la masculinité, c'est aussi la stigmatisation de la masculinité chez les hommes trans qu'on va ironiquement retrouver et dans certains milieux LGBTI et féministes et dans les mouvements TERF et autres mouvements transphobes. Et par ironiquement, je veux bien évidemment dire, c'est chaud de ouf comment tout le monde est transphobe partout. D'une part, il y a l'idée qu'être masculin quand on est un homme trans ou féminine quand on est une femme trans, c'est se conformer aux stéréotypes de genre et les renforcer. Que si on croit vraiment qu'on peut être un homme ou une femme avec n'importe quel corps et n'importe quelle expression de genre, alors ce serait hypocrite de vouloir changer son corps ou son expression de genre de manière plus féminine ou plus masculine. Et là, on retourne sur ce que je disais, sur le danger de c'est légitime de pas transitionner médicalement et c'est légitime d'être un homme trans avec une expression de genre féminine. C'est toujours vrai, je le répète, mais si on ne fait pas attention à comment on le dit et comment on clarifie ce qu'on met derrière idéologiquement quand on dit ça, on laisse la place au fait que ces propos soient récupérés pour dire vous n'avez pas besoin de faire telle et telle démarche de transition médicale ou d'avoir telle et telle expression de genre
pour être des vraies femmes ou pour être des vrais hommes, et du coup si vous le faites, c'est juste par conformisme de genre et c'est sexiste. D'un autre côté, même si c'est lié, il y a aussi l'idée que la transition des hommes trans serait une trahison. Qu'on passerait du côté des victimes du sexisme à celui des oppresseurs, qu'on deviendrait donc dangereux, qu'il sera normal de nous exclure des milieux qui jusqu'ici assuraient notre sécurité, etc. Et ou que nos transitions sont le signe d'une misogynie internalisée qui nous fait détester être des femmes. Et si ce dernier point spécifique-là, c'est surtout dans les milieux explicitement transphobes qu'on le retrouve, et encore, les autres sont vraiment présents dans plein milieu qui se disent et qui se veulent accueillants des personnes trans. Et ça craint. Il y a beaucoup de choses à dire sur les hommes et la masculinité dans le contexte du patriarcat et des milieux queer, etc. Et cette vidéo est déjà trop longue, donc je vais pas faire ça aujourd'hui. Peut-être une autre fois, mais toujours est-il que ça reste des paramètres qui ont ralenti ma transition et celle de plein d'autres hommes trans, donc ça me paraissait important d'y mentionner ici. Quand on a vécu tout un tas de violences misogynes et qu'on vit dans un milieu qui analyse ces violences-là comme le groupe des hommes, c'est le groupe de la violence, c'est pas facile d'accepter l'idée d'être ou de devenir un homme. Et c'est un problème de cette analyse très cis et souvent très blanche du patriarcat qui consiste à ne voir les dynamiques de violence de genre que comme les hommes attaquant les femmes. Là où ces dynamiques-là sont très profondément transformées et complexifiées par plein d'autres paramètres, notamment de queerphobie et de racisme. Encore une fois, il faudrait plus de temps que je n'en ai là pour en parler correctement, donc je vais m'arrêter là, mais je vous mettrai dans la description des articles si c'est une question qui vous intéresse ou qui vous interroge. Un dernier truc que je veux clarifier avant de passer à mon dernier point, c'est que tout ce que je viens de dire là sur le fait que les hommes trans ont des vécus de misogynie, notamment parce qu'ils ont été perçus et traités comme des femmes pendant toute une partie de leur vie, ça n'implique pas du tout que les femmes trans ont vécu dans le privilège masculin jusqu'à leur transition. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai et d'une manière plus générale, c'est pas pertinent je pense de parler de transidentité et de transition comme si les hommes trans et les femmes trans étaient le miroir opposé l'un de l'autre. C'est aussi une énième raison qui fait qu'une vision binaire et symétrique des enjeux de genre est complètement claquée au sol. La dernière chose, et pas des moindres, dans ces questions de peur de la masculinité et que j'ai déjà mentionné un peu plus tôt, c'est que beaucoup d'hommes trans vont avoir des vécus de misogynie au cours desquels on leur a inculqué que leur féminité, c'était leur seule valeur intrinsèque. Que le fait d'être jolie et attirante et sexuellement désirable, c'était la seule chose qui leur donnait de la valeur. J'ai eu la chance d'avoir été avec des partenaires romantiques très chouettes toute ma vie et malgré ça, la société m'a quand même très bien inculqué cette idée. Donc je vous laisse imaginer pour tous les hommes trans qui ont aussi eu des partenaires romantiques abusifs. C'est pas rare non plus qu'il y ait des hommes trans qui soient dans des relations avec des hommes hétéros au moment où ils commencent leur transition, voire qu'ils le soient en ayant été out depuis longtemps mais en n'ayant pas transitionné médicalement, et même dans le cas où ces partenaires sont effectivement respectueux du genre de leur partenaire, ne considèrent pas la relation en elle-même comme hétéro, etc., ça crée quand même un obstacle et une peur supplémentaire à la transition médicale, forcément. Peu importe à quel point mes partenaires ont toujours été en soutien de ma transition et m'ont toujours dit de prioriser ça sur ce qui eux leur plaisait ou les attirait, ça n'a pas tout seul suffi à me faire surmonter des décennies de conditionnement au fait de croire que si j'étais poilu, mon corps était dégueulasse et que si j'avais pas envie de me faire baiser, eh ben je n'avais aucune valeur, essentiellement. Dans ce contexte-là, c'est du travail et pas du travail facile d'arriver à se rappeler et à internaliser qu'on peut être masculin, que c'est cool, qu'on peut être sexy en étant masculin, qu'on peut être beau en étant masculin, qu'on peut être attirant en étant masculin, etc. Et c'est une peur que beaucoup de mecs trans partagent malheureusement, le fait de se dire que s'ils deviennent plus masculins, s'ils prennent de la testostérone, etc., ils vont devenir moches et indésirables. Et évidemment, c'est aussi important de déconstruire l'idée qu'il faut absolument être beau et désirable pour être respecté et avoir des relations humaines positives. On est bien d'accord. Cela étant, je pense pas non plus que ce soit de la vanité ou superficielle de vouloir que les gens nous trouvent beaux et attirants. C'est normal, et je vous le dis si vous êtes dans ce cas-là, c'est tout à fait compatible avec le fait de transitionner, dont de transitionner médicalement. Une fois, il y avait une meuf trans qui avait fait un tweet qui avait un peu buzzé, et a raison parce qu'il était très bien, qui disait essentiellement « Si vous pensez que vous aimeriez bien être une meuf, mais que vous avez peur d'être une meuf moche, vous êtes déjà une meuf et ça s'appelle juste de la dysphorie en fait. » Et je pense que ce propos-là, il est complètement applicable aux mecs trans à plein d'égards aussi. Si vous avez envie d'être un mec, mais que vous avez peur qu'en étant un mec, vous deveniez moche et indésirable, vous êtes déjà un mec et ça s'appelle juste de la dysphorie et de la transphobie internalisée. Quand j'avais fait un post pour demander si je faisais une vidéo sur mon expérience avec la thé, si les gens avaient des questions, une personne m'avait répondu je me suis grave construit autour du sexe et en me sexualisant et je sais que c'est d'une manière qui est pas saine, mais actuellement je rentre dans des normes de désirabilité féminine et du coup j'ai peur de perdre ça si je transitionne médicalement. Et je me reconnais absolument là-dedans et je suis sûr que je suis pas le seul. Personnellement, par rapport à ça, ça m'aide beaucoup d'être gay, je vais pas vous mentir. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir des relations romantiques et sexuelles avec des mecs gays et aussi de pouvoir consommer des représentations érotiques et pornographiques par et pour des mecs gays.
parce que j'ai pu y trouver une appréciation sincère de la masculinité. Et pas uniquement d'une masculinité hégémonique qui m'est globalement inaccessible comme à pas mal de gens, mais juste une réelle appréciation des mecs, des vrais mecs pour de vrai, avec des poils sur les fesses et de la calvitie et que sais-je. Ça m'a permis de trouver un endroit où voir et ressentir et exprimer une appréciation de la masculinité sincère, qui soit pas envahie et à la fois par la manière dont on m'a conditionné à détester ma propre masculinité parce que j'étais censé être une femme, et par les standards de masculinité mainstream hétéro complètement inatteignables. Une des choses qui a fait que j'ai mis des années avant de commencer la thé, c'est que j'avais peur de devenir plus poilu et d'avoir de la barbe et de détester ça. Et dès que ces changements ont commencé à m'arriver, j'avais qu'une seule envie, c'était qu'ils arrivent plus vite. J'ai longtemps cru que cette peur-là, c'était juste que je voulais pas ça pour moi, et j'imagine que ça peut arriver, mais dans mon cas et dans celui de beaucoup d'autres mecs trans, c'est juste la conséquence logique du fait d'avoir été soumis pendant une bonne partie de ma vie à des représentations qui disaient que si j'étais une meuf, il fallait surtout pas que j'ai un seul poil, et qu'honnêtement, même en étant un mec, avoir trop de poils ou dans des endroits pas désirables, genre les épaules ou les fesses ou que sais-je, bah c'était moche aussi. Alors que c'est pas vrai du tout, je le sais puisque j'aime ça chez les autres mecs. Mais avoir des représentations qui me montrent qu'il y avait effectivement d'autres mecs dont le corps était comme ça, dont des mecs trans, et qu'il y avait aussi plein de mecs qui appréciaient ça chez les autres mecs et trouvaient ça attirant, dont chez les mecs trans, ça m'a vraiment sauvé. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais parler de garçons toute la journée, mais j'essaierai de vous mettre dans la description des liens d'artistes que j'aime bien sur ces sujets-là. Conclusion. Je suis sûr qu'il y aurait encore plein d'autres choses à dire sur tout ça. J'ai mis longtemps à faire cette vidéo parce que c'était pas simple de rassembler toutes mes idées dans un ordre un petit peu correct, que tous ces enjeux et ces problématiques-là, elles sont complexes et elles s'entremêlent d'une manière qui est pas toujours facile à organiser. Donc peut-être que je ferai d'autres vidéos sur ça, notamment j'aimerais parler plus en profondeur de l'intrication entre le validisme et la transphobie qui s'entreconstruisent énormément, mais c'est déjà très long, j'ai déjà plein de problèmes de batterie de caméra et on est significativement en train de s'éloigner du sujet de base aussi. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Pour conclure, je veux vraiment répéter que cette vidéo, ce n'est pas une attaque contre les personnes non-binaires, ni contre le concept de non-binarité en soi. Et que je crois fondamentalement qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de transitionner, il y a juste des manières qui sont possibles et bonnes pour certaines personnes, dans certains contextes, à certains moments. Ce que je pense par contre aussi, c'est que de dire toutes les options sont ok et tout le monde est légitime peu importe son choix et ses identités, même si c'est vrai, c'est pas suffisant. Et que c'est pas honnête si on fait pas aussi le travail de donner aux gens les outils et les ressources intellectuelles et matérielles pour connaître ces options, pour les considérer comme de vrais choix qui leur sont accessibles et pour qu'ils aient effectivement les ressources de les mettre en place s'ils veulent faire ces choix-là. Et je crois que pour moi, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Essayer de partager les outils et les idées qui m'ont permis de réfléchir à ces questions-là et de faire des choix qui étaient bons pour moi. J'espère que ce message sera bien passé. Si vous avez des questions, des témoignages, des inquiétudes, des joies à partager en commentaire, surtout n'hésitez pas, je serai vraiment ravi de vous lire et de vous répondre si je peux. Et comme d'habitude, avant de vous quitter, je vous rappelle l'existence de ma page Patreon, sur laquelle vous pouvez soutenir mon travail et cette chaîne avec un abonnement mensuel et avoir accès à du contenu exclusif et en avant-première. Et de ma boutique sur laquelle vous pouvez trouver notamment des stickers trans et handi et des livres et des livrets qui parlent surtout de handicap et un peu d'art. Et voilà. Moi, YouTube, c'est mon seul travail et ces sources-là, c'est mes seuls revenus professionnels. Donc, c'est vraiment utile et merci à toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à tout bientôt.